Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale aujourd'hui. Donald Trump, président des États-Unis, il le disait pendant sa campagne électorale, le Brexit c'est quelque chose, mais si je suis élu, ce sera un Brexit puissance 3. Je crois qu'il a bien résumé les choses. L'Union européenne est un peu sonnée. Que et comment réagir? On en débat avec nos invités aujourd'hui. Nicolas Bay, bonjour. Vous êtes eurodéputé français, secrétaire général du Front National. Ici au Parlement européen, vous siégez au groupe Europe des Nations et des Libertés. Face à vous, Richard Corbett, bonjour. Vous êtes eurodéputé britannique. Vous siégez au groupe des socialistes et démocrates jusqu'en 2019, c'est à voir. Au moins. Au moins, voilà, Brexit oblige. Enfin, Jean Quatremer, vous êtes correspondant du journal Libération dans la capitale européenne, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Avant de débattre, les images de ce sommet extraordinaire à l'Union européenne réunissaient pour la première fois depuis l'élection de Trump ses ministres des Affaires étrangères. Quelles sont concrètement les inquiétudes et que va répondre l'Europe? On voit ça et on réagit juste après. Sommet extraordinaire à Bruxelles. Donald Trump, président des États-Unis. Ici, tous ne sont pas inquiets. Certains ont même dû pousser des cris de joie après la victoire du candidat républicain. Viktor Orban, le très à droite Premier ministre hongrois, tout comme le Parti conservateur au pouvoir en Pologne, très Trump-compatible. Ou encore Boris Johnson, le Britannique, Mr. Brexit. Donald Trump, comme je l'ai déjà dit, est quelqu'un avec qui on peut discuter. Je pense qu'il pourrait être une bonne chose pour la Grande-Bretagne, mais aussi une bonne chose pour l'Europe. À mon avis, c'est sur quoi nous devons nous concentrer aujourd'hui. À part ces trois-là, les dirigeants européens ne cachent pas une certaine inquiétude. Jean-Marc Ayrault, soucieux de dédramatiser la situation, n'est pas venu débattre. Mais il est très inquiet pour l'accord de Paris sur l'environnement. L'Allemagne craint pour les accords commerciaux qui pourraient être gelés. Un point fait l'unanimité, si Donald Trump a affirmé vouloir se désengager de l'OTAN, c'est peut-être le moment de créer une véritable défense européenne, plus autonome. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe, capable de décider elle-même des enjeux de sécurité, que ce soit évidemment dans le cadre de l'Alliance Atlantique, voire dans le cadre d'une coalition, voire dans le cadre des Nations Unies, voire elle-même. Je pense en particulier à l'Afrique. Pas d'Europe de la défense incantatoire, mais une Europe de la défense opératoire. Pardonnez-moi, j'insiste, mais une autonomie stratégique face à une Amérique qui se désintéresse, qui va sans doute se désintéresser de l'Europe. Vous posez la question à M. Trump. Poser la question à M. Trump ou à son ministre des Affaires étrangères, c'est ce que fera Federica Mogherini. Le monde continue de tourner, l'Europe continue, les crises aussi, mais également les occasions que nous pouvons saisir, donc nous n'allons pas rester les bras croisés. La chef de la diplomatie européenne se rendra à Washington avant le 20 janvier, date de la prise de fonction du nouveau président américain, pour faire part des préoccupations européennes. Voilà, faire part des préoccupations européennes. Question toute simple, cette élection, Donald Trump, un président américain isolationniste, tant sur le plan commercial que sur le plan militaire, est-ce une bonne chose ou une menace pour l'Europe? Nicolas Bay? Moi, je crois que c'est une bonne chose pour la France, c'est une bonne chose pour les nations européennes que les États-Unis défendent leurs intérêts, bien sûr, et je crois que le peuple américain ne s'y est pas trompé en choisissant Donald Trump plutôt qu'Hillary Clinton, mais la bonne nouvelle dans l'élection de Donald Trump, c'est qu'on ne va plus avoir probablement au cours des prochaines années, des États-Unis d'Amérique qui, en toutes circonstances, font la leçon à la terre entière, interviennent à tort et à travers, semant le chaos et parfois même la guerre. Je crois que le fait que Donald Trump ait exprimé pendant sa campagne, avec beaucoup de nuances, contrairement à ce qui a pu être caricaturé ici en Europe, sa vision des relations internationales, respectant les autres grands ensembles, les autres grands pays, soucieux aussi de résoudre les conflits au Moyen-Orient par un partenariat, par un dialogue avec la Russie qui avait été largement rompu aussi bien par les États-Unis que par l'Europe au cours des dernières années. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que je vois aussi d'ailleurs, c'est que ceux qui s'inquiètent de la victoire de Donald Trump sont les mêmes qui s'inquiétaient du Brexit, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent que les peuples ne choisissent pas les candidats qui leur ont été prédéterminés par la caste. Richard Corbett, c'est un Brexit puissance 3, cette élection? En tant que surprise, oui.
mais quand j'entends que M. Trump parle avec des nuances, ça c'est une grande surprise. Parce que sur les questions internationales... il n'est pas très nuancé. Il dit oui, parce que, un jour une chose et l'autre jour quelque chose de très différent. Sur les questions internationales, excusez-moi, il a rompu avec le côté américain. Je vois la tactique du Front National, c'est d'interrompre les gens pour qu'ils puissent pas être entendus. Ça, on connaît. M. Trump a fait la même chose d'ailleurs en Amérique. Il était connu pour ça. Mais quand vous dites qu'il a été élu par le peuple américain qui a fait un choix dans une certaine direction, n'oubliez pas que Mme Clinton a eu plus de voix que lui. C'est à cause de leur système de collège électoral qu'il a pu prendre la présidence. Donc, je ne sais pas si le peuple américain, en conscience de cause, a choisi d'aller dans une direction telle que vous le décrivez. Excusez-moi, Jean Quatremer. On va faire le tour de table. Jean Quatremer, une bonne chose. Écoutez, une opportunité c'est la première fois que l'Union européenne se trouve confrontée à un président américain isolationniste depuis la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains, après avoir pas mal hésité, ont décidé de soutenir la construction communautaire parce que leur idée, c'était que les peuples européens fassent la paix, apprennent à travailler ensemble et qu'ils n'aient pas à intervenir une troisième fois sur le continent. Là, on se retrouve avec quelqu'un qui dit simplement « je vais faire mes propres affaires dans mon coin » et surtout, je suis opposé à la construction communautaire. Je vous rappelle que le 24 juin, Donald Trump est venu en Grande-Bretagne, en Écosse, pour inaugurer un golf, d'ailleurs, parce que c'est un businessman milliardaire, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est pas un homme du peuple, qui a hérité lui-même de ses parents, et il est venu en disant que c'était quelque chose de fantastique. Et donc ça, c'est le Brexit. Le Brexit. Et donc c'est quelque chose, pour nous, comme diraient nos amis britanniques, c'est un challenge. C'est-à-dire comment on va faire pour la première fois, traiter avec l'allié américain qui, non seulement se préoccupe plus vraiment de nous, mais en plus est plutôt opposé à ce que nous sommes en train de faire sur le territoire européen. Et ça, c'est un vrai danger. Alors, est-ce que les Européens vont être capables de réagir tous ensemble? Dans votre reportage, vous l'avez bien montré, parmi les 27 ou 28 pays, si on garde la Grande-Bretagne, c'est encore là pour 2 ans, mais en disant parmi les 28... Il y en a qui ont sabré le champagne aussi. Il y en a qui ont sabré le champagne, mais ceux qui ont sabré le champagne, c'est ceux qui bientôt vont arrêter de sabrer le champagne. Parce que si jamais Donald Trump fait payer les pays qui accueillent des troupes américaines ou décident de retirer ces troupes, eh bien nos amis Orban, les Polonais, etc., vont se retrouver tout seuls face aux Russes. Et là, à mon avis, on va entendre une autre chanson. Alors les causes qui ont conduit à l'élection de Trump, elles existent en Europe, désindustrialisation, des classes moyennes oubliées par la mondialisation, rejet de l'immigration. Nicolas Bay? Oui, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je voudrais répondre en un mot très rapidement à M. Corbett et M. Quatremer. On a l'impression que chez les eurocrates, chez les partisans de l'Union européenne telle qu'elle s'est construite depuis quelques décennies maintenant, il y a une espèce de panique à l'idée que les États-Unis cesseraient leur tutelle sur l'Union européenne. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'enfin, les nations européennes vont retrouver leur liberté. On a vu d'ailleurs à quel point cette tutelle des États-Unis oui, je crois que le mot n'est pas trop fort, parce que quand on voit les technocrates européens qui, en toutes circonstances, essayent de satisfaire les intérêts américains, par exemple contre la Russie, alors que c'est contraire à tous nos intérêts au cours des dernières années, on a la démonstration finalement d'une absence de volonté politique autonome des Européens. Et je crois que c'est l'un des problèmes majeurs de la construction européenne. Ensuite, si je ne vous ai pas interrompu, donc soyez gentil de ne pas m'interrompre non plus. Sur la défense européenne, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai ce que vous dites, que les États européens se vivent non pas sous la tutelle, mais sous le parapluie américain. Et ils en profitent, et ça, vous avez 1000 fois raison. Mais ce n'est pas les eurocrates, parce que les eurocrates, en l'occurrence, ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas du tout de compétences. Vous savez, quand vous voyez les Néerlandais, les Italiens, les Belges bientôt, qui achètent des F-35, au lieu d'acheter américains, au lieu d'acheter du matériel européen, il y a un choix qui est fait par les nations. C'est pas un choix par les eurocrates. Mais parce que ce sont des peuples libres et qu'il peut y avoir aussi des accords bilatéraux. On n'est plus capable d'envisager autrement que dans le cadre des traités européens les relations entre les nations. Il peut y avoir tout simplement, c'est ce que Theresa May est en train de mettre en place, des accords de libre-échange bilatéraux avec tous les pays avec lesquels la Grande-Bretagne a intérêt à avoir des accords commerciaux. Excusez-moi, je vous réponds rapidement sur les raisons profondes de l'élection de Donald Trump. Moi, j'en vois principalement 3. Il y a bien sûr le rejet de la candidate Hillary Clinton, très contestée, représentante
insultante et caricature même peut-être de la caste politico-médiatique. Mais il y en a d'autres. Il y a le fait que Donald Trump se soit adressé à l'Amérique périphérique, à l'Amérique des oubliés, à cette Amérique dont l'identité et la sécurité ne sont plus assurées ni défendues. Il y a aussi, je crois, la volonté de protéger l'économie américaine, bien sûr avec une approche libérale, très libérale même parfois, mais en même temps une vraie volonté protectionniste de l'économie américaine. On appelle ça de l'isolationnisme en matière de relations internationales. Mais je crois que ça consiste simplement pour les États-Unis à défendre d'abord leurs intérêts, parce que finalement ce sont les Américains qui ont été les grands oubliés finalement des politiques menées à travers le monde dans une démarche très belliciste des administrations successives, et je crois qu'il veut y mettre fin. Richard Corbett, vous pensez... C'est vrai qu'il y a du protectionnisme dans les propos de M. Trump. Protectionnisme qui risque de coûter cher à l'Europe d'ailleurs et aux pays parce européens. Qu'on n'en fait pas nous. Mais de notre côté, quand vous dites que lui, il se souciait des pauvres, de ceux qui ont perdu dans le système économique actuel américain, n'oubliez pas quand on parle des classes moyennes oubliées, ce sont les classes populaires finalement. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Mais si on regarde qui a voté pour Trump et qui a voté pour Clinton, il n'y a pas une très grande différence en fonction du revenu de la personne concernée, sauf les plus pauvres qui ont voté pour Clinton. Donc, et ce n'est pas une surprise, comme vous l'avez dit. Lui, il est un millionnaire, un capitaliste avec une fortune héritée, On ne va pas lui reprocher d'avoir réussi dans les... C'est pas quelqu'un des classes populaires. C'est ridicule de tenir ce propos. On ne va pas lui reprocher d'avoir réussi dans les affaires, quand même. Ce que vous dites sur le protectionnisme est intéressant. On a le sentiment dans votre bouche que vous reprochez aux États-Unis de protéger l'économie. Mais pourquoi on ne le fait pas nous ? Parce qu'aujourd'hui, les grands dogmes de l'Union européenne, la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes... Laissez-moi terminer, parce que... Laissez-moi terminer. Et évidemment, la fameuse concurrence libre et non faussée nous interdit toute forme de protectionnisme. Et le fait, par exemple, qu'il dénonce le TAFTA, qui aurait évidemment placé nos filières agroalimentaires dans une situation de grande faiblesse, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Non, parce que sur l'analyse du phénomène, c'est une évidence, même si Richard Corbett a tout à fait raison de souligner que ceux qui gagnent moins de $30 000 par an ont voté à hauteur de 53% pour Hillary Clinton et les 41% pour Donald Trump. Mais globalement, je crois que l'analyse n'est pas fausse, c'est-à-dire que où est-ce que Donald Trump a fait campagne? Il n'a pas fait campagne à New York, il a été dans l'Iowa, il a été dans l'Ohio, où là vous avez des usines entières qui ont fermé, il faut voir un peu ce que c'est, vous allez aller à Détroit et vous verrez un peu les effets effectivement de la désindustrialisation d'une partie de l'économie américaine. Et il s'est adressé à ces gens-là, il s'est adressé à les classes moyennes, c'est exactement le même phénomène qui fait que le Front National prospère en France, c'est-à-dire des gens qui, non pas qui ont tout perdu, mais qui ont peur de tout perdre et qui se sentent menacés. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le libre-échange, et la préoccupation elle n'est pas seulement du côté de l'extrême droite, elle est aussi du côté de la gauche, et enfin d'une partie de la gauche qui dit c'est vrai que le libre-échange a profité aux, je dirais, 1% les plus riches, c'est aux États-Unis, du peuple, et 99% qui ont perdu. Et surtout, les gains de la mondialisation, ce sont des gains qui sont pour plus tard et qui sont étendus. C'est-à-dire, en clair, ceux qui perdent leur emploi... Et puis souvent pour une petite catégorie. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, c'est vrai que celui qui perd son emploi, c'est celui qui fabrique des charentaises. Et demain, effectivement... Mais pas seulement, peut-être, mais souvent, c'est notamment, vous savez, ceux qui fabriquaient les grille-pains, les bas, etc., tout ça est parti en Chine ou au Bangladesh. Et donc, c'est des gens qui ont perdu leur emploi et que peut-être un jour... il y aura de nouveaux emplois créés. Et c'est ce gap-là, et on n'arrive plus à convaincre. Il faut qu'on change le logiciel global de l'Europe en matière de libre-échange. Et ce n'est pas un hasard. Si les deux pays qui se sont révoltés contre un libre-échange total, contre le capitalisme triomphant, contre la financiarisation de l'économie, ce sont les deux pays qui ont donné des leçons au monde entier. Alors, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est extraordinaire, c'est quand même les deux pays qui ont tout libéralisé. Je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle. En réalité, le mondialisme ultralibéral est l'idéologie qui a dominé un peu les sociétés occidentales après l'effondrement du communisme. Et aujourd'hui, c'est cette idéologie-là qui s'est fracassée sur le mur des réalités, qui est rejetée par les peuples. Parce que ce que vous dites me semble en partie inexact. Les peuples, non seulement ils ne sont pas les bénéficiaires aujourd'hui de ce mondialisme ultralibéral, mais ils ne le seront pas davantage demain. On voit très bien aujourd'hui que c'est la minorité la plus riche qui est de plus en plus riche et la majorité pauvre qui est de plus en plus pauvre partout sur la planète et dans des proportions de plus en plus importantes. Donc je crois que ce qui a fait le succès de Donald Trump, c'est que finalement, il a une approche non pas idéologique, mais pragmatique en disant voilà la situation des États-Unis, voilà les intérêts du peuple américain, je vais m'attacher très concrètement à défendre les intérêts du peuple américain. Ce que vous niez, c'est que la mondialisation, c'est pas seulement des marchandises. Par exemple, il y a une mondialisation que vous ne
voyez pas, mais qui crée de l'emploi, qui est la mondialisation du numérique. C'est un truc énorme. Et c'est là où vous créez de l'emploi. Les start-up, le numérique, les GAFA, etc. Vous confondez deux choses différentes. Et donc, oui, mais ça c'est de l'emploi de demain. C'est ça qu'on est en train de faire. Oui, mais vous confondez la mondialisation et le mondialisme. La mondialisation, c'est une réalité, bien sûr. Les échanges sont de plus en plus faciles, de plus en plus rapides, et les déplacements, y compris des êtres humains à travers la planète, etc. Et c'est sans doute une bonne nouvelle, ça c'est le progrès. Mais le mondialisme, c'est l'idéologie qui consiste à faire de cette mobilité un objectif en tant que tel. Alors qu'en réalité, cette mobilité, elle doit être un outil au service du bien commun, au service de l'intérêt général. Oui. Alors, Richard Corbett, là, tout le monde peut être d'accord avec ça. Hein? Et vous parlez avec beaucoup de clichés. Mais en fait, si on regarde ce que nous faisons au niveau européen, nous avons un marché au niveau européen. C'est le plus grand marché au monde. Mais crucialement, c'est un marché qui est réglé avec des lois pour protéger les consommateurs, pour protéger les travailleurs, pour protéger l'environnement, pour avoir une compétition fair. Les travailleurs détachés, par exemple. C'est la concurrence déloyale à l'intérieur. L'Union européenne, il y a 2 milliards par jour d'échanges. Ça ne va pas changer, ça, avec l'élection de Donald Trump. Il y a quand même des fondamentaux en Europe, on doit essayer de garder ça, parce que notre marché est équilibré, il est libre, mais avec des règles pour protéger les gens. C'est ça que les néolibéraux et l'extrême droite n'aiment pas avec l'Europe. Parce qu'eux, ils veulent le libre-échange sans règlement, sans protection. Non, au contraire. Non, mais excusez-moi, mais vous racontez n'importe quoi. Aujourd'hui, les nations européennes, elles ont commercé avec le monde entier bien avant que ce soit encadré par les traités européens. Ce que vous dites est faux, puisque la concurrence déloyale, elle est même organisée à l'intérieur de l'Union européenne avec les travailleurs détachés. Votre groupe, Monsieur Corbett, comme d'ailleurs le groupe PPE, les deux gros groupes qui dominent l'hémicycle du Parlement européen, ont voté les travailleurs détachés, c'est-à-dire la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union. Ce sera l'allié de Donald Trump en Europe, pensez le Premier ministre britannique. Madame May, on ne sait rien de ce qu'elle veut. C'est ça qui vous inquiète. En fait, la tragédie pour vous, c'est de voir la Grande-Bretagne défendre à nouveau ses intérêts, c'est-à-dire avoir des accords commerciaux, de l'échange avec les pays avec lesquels elle a intérêt à en avoir, y compris sans barrière douanière. Mais vous savez, le libre-échange, il peut exister hors de l'Union européenne. Je vous propose de revenir sur les préoccupations européennes, messieurs, face à Donald Trump. Les Européens redoutent le saut dans l'inconnu, vous en parliez. Les dirigeants de l'Union européenne craignent la mise à mal des accords sur le climat ou le nucléaire iranien, de même que la position américaine sur le conflit syrien et les traités commerciaux. Le point avec Béatrice Finzon. Donald Trump au pouvoir, une victoire qui va redessiner les cartes de la diplomatie mondiale, et le nouveau président américain l'a aussitôt fait savoir le soir de son élection. Nous nous entendrons avec toutes les nations qui voudront bien s'entendre avec nous. Composé avec un nouveau président américain imprévisible, ce sera tout le défi qui attend les dirigeants européens. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Nous devons nous attendre à une politique étrangère américaine moins prévisible et aussi à ce que les États-Unis soient plus enclins à prendre des décisions par eux-mêmes. Première incertitude, sur le rôle de gendarme du monde. Donald Trump l'a répété pendant toute sa campagne. Il veut rompre avec la politique interventionniste traditionnellement menée par les Américains, quitte à laisser le champ libre à la Russie de Vladimir Poutine, et pas seulement dans la guerre contre la Syrie et l'Irak. Oublions l'affaire de la Crimée, laissons totalement libre cours aux Russes en Ukraine. Est-ce que Donald Trump va aller jusque-là pour se concentrer sur son programme américano-américain et donc laisser Poutine avoir le champ libre dans sa zone d'influence? Incertitude également sur les accords ou négociations en cours. Que deviendront les discussions commerciales du TAFTA ou encore l'accord sur le nucléaire iranien? Même inquiétude sur l'avenir de la COP21 et l'accord de Paris signé en décembre dernier. Difficile d'appliquer l'accord avec un futur président américain climato-sceptique, même si Ségolène Royal se veut résolument optimiste. Il ne peut pas, contrairement à ce qu'il a dit, dénoncer l'accord de Paris, puisqu'il ne peut pas empêcher sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, les entreprises américaines sont les premières à se dire qu'elles vont bénéficier de l'accord de Paris au sens où il faut investir dans les filières économiques du futur et dans la finance verte. Autre impact de l'élection de Donald Trump sur le Brexit. Le gouvernement britannique, chargé d'assurer la sortie du Royaume-Uni, s'est trouvé un allié de poids avec celui qui s'est autoproclamé Mr. Brexit.
pendant toute la campagne, il y a eu une relation particulière entre Trump et le Royaume-Uni de Theresa May, et entre Trump et le Royaume-Uni qui a fait le Brexit. Du côté de Theresa May, c'est la seule dirigeante européenne qui n'a pas eu de mots méchants, de mots désagréables à l'encontre du candidat Trump. Donc elle peut espérer avoir des relations privilégiées, des relations particulière avec Donald Trump. On sait qu'elle était un peu empêtrée dans ce chemin difficile de sortie de l'Union européenne. Elle compte sur Donald Trump pour assurer la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Enfin, l'élection de Donald Trump risque de donner des ailes aux partis populistes européens. Des élections cruciales auront lieu dans les prochains mois, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, et tous ces partis comptent bien profiter de l'effet Trump. Voilà, question toute simple. Est-ce que vous pensez que le président élu, Trump, va faire ce que le candidat Trump a promis, Jean Quatremer? Moi, j'en suis absolument persuadé. Les analyses, j'ai commencé à lire des analyses ici et là en expliquant que le président ne serait pas le candidat, qui va devenir raisonnable, qui n'appliquera pas sa politique. On a fait les mêmes erreurs d'analyse, par exemple, avec Netanyahou. La frontière avec le Mexique, elle ne se fera pas, là, déjà. On parle de barbelés, on parle de barbelés. Il n'y aura plus de mur. Il y aura un mur. Il existe déjà en grande partie, donc ils vont le prolonger, ils vont le renforcer. Mais il faut voir, par exemple, avec Netanyahou en Israël, qui fait partie des faucons israéliens, on avait dit il va faire la paix avec les Palestiniens. C'est exactement le contraire qu'il a fait. On a vu avec Erdogan, on a expliqué que c'était une sorte de chrétien démocrate, donc un musulman démocrate. On voit le résultat, il est en train d'instaurer une dictature. On a vu avec Poutine, on a expliqué que non, Poutine, ça ne serait pas Staline. C'est en train de devenir Staline, sans le communisme, mais en gros un dictateur. Et donc, il ne faut pas croire une seconde que Trump ne mettra pas en œuvre son programme. L'élément nouveau, c'est ce que j'appelle un peu l'élément du fou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, face à une crise à un moment donné, comment il va réagir. C'est-à-dire que la prévisibilité de l'administration américaine devient extrêmement difficile à prévoir. Ouais, je crois. Richard Corbett après Nicolas Bay. Richard Corbett, Trump, c'est ça qui m'inquiète le plus, il est imprévisible. On ne sait pas. J'ai peur que tu as raison, qu'il va faire exactement certaines choses qu'il a dit, quoi qu'il a dit des choses contradictoires très souvent, hein, mais il y a de grands risques. Mais surtout, on ne sait pas avec lui. Peut-être qu'il va revirer à nouveau, mais il y a de grands risques pour l'Europe, et c'est le moment pour les pays européens de tenir ensemble, parce qu'il y a... Même au niveau de la défense, on parle d'un désengagement de l'OTAN... des États-Unis, c'est le moment de faire une... On ne va pas parler d'armée européenne, mais de défense commune plus éventuellement. N'oubliez pas que le président américain ne peut pas tout faire lui-même. Hein. Il est beaucoup moins puissant qu'un Premier ministre européen ou qu'un président français. Oui. Hein. Il a le Congrès. Il ne peut pas choisir. Il n'a pas une majorité garantie au Congrès. Il ne contrôle pas son budget. Il y a des limites à ce qu'il peut. Nicolas Bay, pour vous, ça annonce d'autres victoires? Brexit, élection de Trump? Oui, c'est quoi, Marine Le Pen, président de la République française en 2017? Quand les peuples se réapproprient leur destin, en Angleterre, aux États-Unis, demain, sans doute, je l'espère, en Autriche, avec nos alliés du FPO, et en France, au mois de mai, c'est évidemment une bonne chose, et c'est la démocratie qui s'exprime à nouveau. Moi, je voudrais répondre quand même très rapidement à Serge Quatremer sur le parallèle entre Vladimir Poutine, Erdogan et Trump. Tout ça n'est pas sérieux. D'abord, Erdogan, l'islamiste, a bénéficié d'une très grande complaisance de l'Union européenne. On lui a versé 3 milliards de plus pour des flux migratoires qu'il ne contrôle pas ou peu. Et on a accepté le principe d'ouverture de nouveaux chapitres de négociations vers l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors que, en revanche, la Russie défend ses intérêts et c'est bien légitime. Et je pense d'ailleurs que quand Donald Trump veut s'inspirer de Vladimir Poutine, il a raison pour défendre les intérêts américains. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle organise l'impuissance collective des nations européennes. Et c'est ça le problème. Richard Corbett, vous n'êtes pas d'accord? L'Europe différemment, faire en sorte que les peuples européens puissent à nouveau défendre leurs intérêts vitaux, alors qu'aujourd'hui, on défend les intérêts des technocrates et des banques. On laisse répondre Richard Corbett très rapidement. L'Europe, ensemble, avec les 500 millions d'habitants de l'Europe, peut faire face aux États-Unis, à la Russie, et pour défendre les intérêts des pays européens. Si on s'éclate, si on va tous dans notre direction, c'est les États-Unis et la Russie qui vont dominer. Surtout, et nous n'aurons rien à dire. C'est l'Europe, excusez-moi, mais c'est l'Europe des coopérations, c'est l'Europe des nations libres qui assure la puissance collective des nations européennes. Que vous ayez une vision nationale, c'est pas contestable, mais quand vous expliquez que les peuples se réapproprient leur destin, comme si on passait de la dictature à la démocratie dès lors que vos candidats gagnent, c'est
gênant, parce que ça veut dire que vous contestez la démocratie. Donc si demain Marine Le Pen perd, c'est ce que vous... Non, je ne conteste pas la démocratie, parce que moi, contrairement à vous, je ne suis pas pris de panique par l'élection de Donald Trump. Quand Donald Trump a dit qu'il contesterait l'élection si jamais il n'était pas élu, ça en dit long sur la façon dont les populistes voient la démocratie. La réalité, c'est que il l'a écrit. Quand Jean-Claude Juncker nous explique qu'il n'y a pas de démocratie hors des traités européens, là, on est en pleine dérive dictatoriale. Parce que la réalité, le général de Gaulle, je crois, l'avait dit, c'est que les traités européens, les traités, lorsqu'ils sont mauvais, ils sont faits pour être déchirés. Non, et que les traités, quand ils sont mauvais, on peut en sortir. C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne. Et personne n'a empêché la Grande-Bretagne de sortir. Et personne n'a envoyé d'armée européenne pour retenir la Grande-Bretagne. Il n'y a pas eu de guerre de sécession. Ici même, dans l'hémicycle du Parlement européen, les eurocrates, qu'ils soient du PPE ou du groupe SED, ou les libéraux, qui nous expliquaient qu'il fallait contester le vote des Britanniques, qu'il fallait revoter, qu'il fallait ne pas tenir compte du vote du Brexit. Ils ne sont pas eurocrates, ou alors vous êtes un eurocrate car vous êtes payé sur le budget européen, cher monsieur. Vous êtes payé sur le budget européen. Vous gagnez très bien votre vie sur le budget européen. Excusez-moi, mais ce sont les Français qui contribuent au budget européen. Je vous rappelle que la France est contributeur déficitaire au budget de l'Union européenne. Elle verse 21 milliards d'euros par an et n'en récupère que 13. C'est quand même la hypocrisie totale. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Merci à vous trois pour ce débat enlevé. Est-ce qu'on peut faire un combat debout au milieu, là? Non, merci à vous trois, en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye et pas de combat de boxe, s'il vous plaît.